Bonjour. Laissez-moi d'abord vous dire que même si je n'y suis pour rien, je suis très heureux que ces rencontres régionales se déroulent à la Maison de la Chimie, et en particulier dans cette salle, parce que dans mon ancien métier, c'est à la Maison de la Chimie que nous faisions nos congrès annuels de la Société française d'hématologie. Et la dernière fois que je suis intervenu dans ma discipline et en face de mes collègues, c'était dans cette salle. Alors donc, bienvenue à toutes et à tous pour ces rencontres régionales à Paris. Ces rencontres régionales terminent un cycle de rencontres régionales ou interrégionales qui a été initié à Bordeaux en 2012 et qui nous a amenés successivement à Lille, à Lyon, à Nantes, à Marseille, à Strasbourg. Alors ces rencontres ont été organisées, plus encore que d'habitude, et préparées en étroite coopération avec l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, et c'est pour ça que je passe immédiatement la parole à Claude Évin, son directeur général. Merci, merci Monsieur le Président de la Haute Autorité de Santé. Merci mon cher Jean-Luc de cet accueil. Effectivement, je peux témoigner du fait que cette initiative que la Haute Autorité de Santé a prise à travers un certain nombre d'autres régions et a souhaité organiser ici à Paris pour l'Île-de-France, c'est une initiative sous la responsabilité, avec l'animation naturellement des équipes de la Haute Autorité, une initiative préparée avec l'appui, le partenariat de l'Agence régionale de santé, des équipes de l'agence. Et je voudrais justement d'ailleurs, à travers ce propos introductif, peut-être pointer justement les sujets sur lesquels, en effet, entre l'Agence régionale de santé et la Haute Autorité de santé, nous avons ce partenariat à renforcer au bénéfice de la santé de notre population ici en Île-de-France. Ce moment se situe d'ailleurs à une situation qui est en effet tout à fait d'actualité, puisque nous avons à mettre en œuvre d'une certaine manière, et les établissements de santé sont particulièrement en première ligne, la certification avec la V2014, qui en effet est une évolution forte par rapport aux versions que nous avions connues précédemment, et j'en dirai de nouveau un mot tout à l'heure. Nous nous situons aussi, et là la Haute Autorité de Santé a joué aussi un rôle déterminant pour la mise en œuvre et les recommandations en la matière. Nous nous situons aussi dans une démarche, et la loi de santé qui sera débattue au Parlement cette année aura l'occasion de le confirmer par certains points, à la mise en œuvre des parcours de santé, de la coordination des prises en charge. Nous nous situons aussi au moment où un plan national pour la sécurité des patients est en cours, où la loi de financement de la sécurité sociale, qui a été publiée à la fin de 2014, prévoit des incitations financières à l'amélioration de la qualité, de la sécurité de la prise en charge, où la loi santé pose effectivement par ailleurs le cadre de la réorganisation des vigilances avec la constitution de réseaux régionaux de vigilance et d'appui. On est donc au cœur de l'actualité de cette évolution absolument nécessaire dans l'intérêt de la qualité de la prise en charge des patients au sein de notre région et d'une manière générale dans l'ensemble de notre pays. Alors c'est vrai que, je le disais, nous avons en effet des préoccupation commune qui est la contribution à cette qualité, à l'efficience de notre système de santé. Cette préoccupation commune s'appuie sur des relations de travail régulières qui sont constructives, avec des approches d'ailleurs complémentaires. Et puis nous travaillons sur des chantiers conjoints qui vont d'ailleurs pour plusieurs être présentés au cours de cette journée, que ce soit sur des thématiques hospitalières relatives à l'ensemble des établissements de santé, que ce soit aussi sur des
thématiques hors hôpital, comme les parcours de soins, par exemple sur l'insuffisance rénale chronique, sur la pertinence des soins et des actes, sur la césarienne programmée ou sur la place des usagers et des associations de patients à travers un projet que nous portons avec d'autres agences régionales d'ailleurs ici en Île-de-France, qui consiste à mettre en œuvre au cours de cette année un service régional d'information en santé qui trouvera sa place dans le service public d'information en santé, qui est d'ailleurs prévu aussi dans le texte de loi. Je voudrais dire combien l'action de la Haute Autorité, dont les recommandations nous sont très précieuses et grâce auxquelles nous pouvons envisager de meilleures pratiques médico-économiques, nous est absolument indispensable. Alors pour revenir sur quelques-uns des sujets, des thèmes, y compris vont être redéveloppés au cours de cette journée, mais sur lesquels nous avons effectivement ce travail commun à réaliser entre la Haute Autorité de santé et l'agence. Je pense par exemple, et il y aura effectivement une présentation plus complète tout à l'heure, une campagne que nous avons initiée en Île-de-France, que nous avons appelée la campagne ESCAR, qui est pour nous un chantier important d'accompagnement des établissements, d'accompagnement des équipes pour l'amélioration des pratiques de soins. Et je crois que là, d'ailleurs, l'agence régionale a manifesté ce qui pouvait être son rôle d'animateur, de fédérateur des professionnels pour la gestion d'un risque clinique. Une réunion récente de 300 à 400 professionnels de santé Pasteur a montré combien il y avait une mobilisation très forte des professionnels sur le terrain. Il s'agit effectivement de poursuivre cette dynamique qui a été engagée. L'agence aura d'ailleurs l'occasion de poursuivre cette dynamique selon deux modalités. Sans doute sur le projet ESCAR, il faudra qu'on poursuive avec peut-être un rendez-vous régional tous les 2 ans pour l'ensemble des acteurs qui permettrait de continuer de réaliser un état des lieux sur la prévalence des escars, sur le risque escar, qui permettrait aussi d'évaluer des pratiques à fort impact et puis de mettre en œuvre aussi des plans d'action pour améliorer ces pratiques. Et puis nous aurons sans doute l'occasion de proposer une nouvelle campagne sur un autre sujet, actuellement en phase pilote, qui pourrait débuter dans 1 an, en juin l'année prochaine. La certification des établissements de santé est là aussi un sujet commun que nous traitons dans les responsabilités spécifiques qui sont les unes et les autres entre l'agence et la Haute Autorité. L'agence a organisé un suivi des établissements qui ont des réserves. Notre objectif est naturellement que l'ensemble des établissements d'Île-de-France soient certifiés sans réserve. Et cet accompagnement des établissements pour lesquels la Haute Autorité pointe un certain nombre de difficultés ou de carences est pour nous un sujet de préoccupation et il nous appartient effectivement en tant que partenaire des établissements de santé dans cette mission de régulation de pouvoir accompagner ces établissements. La V 2014 représente de ce point de vue d'ailleurs un défi important. Elle représente une évaluation plutôt globale de l'établissement avec une parole donnée à l'usager. Il nous appartient, en ce qui concerne l'agence, d'adapter le suivi à cette itération. Autre sujet commun, la pertinence des soins. Il s'agit d'améliorer la qualité des soins, d'éviter les traitements inadéquats ou inutiles. L'agence a accompagné les réseaux et les établissements de santé qui étaient engagés dans l'expérimentation nationale césarienne programmée qui a été clôturée en novembre 2014. Nous avons décidé de poursuivre les actions sur cette thématique pour impliquer les maternités qui n'ont pas participé à l'expérimentation en les faisant bénéficier de l'expérience des participants. Je crois qu'il y aura d'autres thèmes qui devront être envisagés, tels que l'angioplastie coronaire, et dès que la recommandation d'ailleurs de la Haute Autorité sera publiée à ce sujet. Il en est de même en ce qui concerne la politique des produits de santé. Si l'agence en tant que telle est peut-être moins en première ligne sur ces sujets, au moins qu'il n'y paraît,
Il s'agit pour nous d'assurer une coordination régionale de l'appréhension de ces questions relatives aux produits de santé, en lien notamment avec l'OMEDIT, que ce soit, et plusieurs actions ont été lancées à la fin de l'année 2014, que ce soit sur la préparation des médicaments anticancéreux injectables au sein des établissements de santé, la prise en charge médicamenteuse dans les EHPAD, qui rejoint d'ailleurs un programme aussi que nous conduisons avec l'assurance maladie dans le cadre de la gestion du risque, un programme régional d'alerte sur les antibiotiques, la question de la nutrition parentérale au sein des établissements de santé, la question des addictions et des médicaments et la question des traitements substitutifs aux opiacés. Voilà donc des sujets sur lesquels, dans le prolongement de l'action conduite des recommandations formulées par la Haute Autorité, nous souhaitons effectivement pouvoir avancer. Autre sujet aussi, la coordination des acteurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge. Nous avons mis en place depuis l'année 2013 une centralisation des signalements. Je rappelle, l'ensemble des établissements et des professionnels doivent signaler donc à l'agence régionale, afin de pouvoir, à travers un centre d'analyse des risques au sein de la plateforme régionale des réceptions de gestion des signaux, pouvoir effectivement améliorer la connaissance en la matière. Et nous sommes en train de mettre en place une structure régionale d'appui aux établissements, la question de la qualité étant effectivement, la qualité de la prise en charge étant effectivement un sujet de partenariat avec les établissements, et l'accompagnement des établissements s'impose en la matière. La question des parcours, l'amélioration de la coordination des prises en charge devant la montée très forte des maladies chroniques est pour nous un sujet de préoccupation. Et de ce point de vue-là aussi, les travaux conduits par la Haute Autorité nous sont particulièrement utiles. On l'a vu sur PAERPA, puisque PAERPA est l'accompagnement des personnes âgées en risque de perte d'autonomie. L'Île-de-France est une des expérimentations qui est conduite sur le plan national dans le nord-est de Paris. Et puis on le voit sur d'autres sujets, le VHC qui nous amène d'ailleurs à conduire une action dans le Val-de-Marne, ou la question du diabète. Cette préoccupation, cette démarche de parcours se traduit naturellement par la bonne coordination entre les acteurs et par le développement d'éducation thérapeutique. Une plateforme régionale ressources d'éducation thérapeutique du patient a été développée avec le soutien de l'agence. Un mot pour terminer concernant la question de la démocratie sanitaire, puisque la Haute Autorité a aussi cette préoccupation de la relation avec l'ensemble des acteurs et particulièrement avec la population, qui naturellement doit être au cœur des préoccupations que nous exprimons. Nous souhaitons adapter l'offre d'information à l'environnement de vie des citoyens, et l'accès à l'information. On sait très bien que la plus grande inégalité, je dirais, de santé est sans doute l'inégalité face à l'information sur le recours à tel ou tel service de santé, et l'amélioration de l'information à la population, de l'information sur la possibilité de s'orienter dans ce parcours, la possibilité d'avoir des informations sur un certain nombre de pathologies ou sur un certain nombre d'actions à conduire est absolument déterminant pour permettre effectivement d'améliorer cet accès de la population aux services de soins. Voilà ce que je voulais dire, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, pour bien marquer ces partenariats qui vont être rappelés au cours de cette journée entre la Haute Autorité et l'Agence régionale de santé. Nous avons effectivement, en lien avec les acteurs que vous êtes, avec les partenaires que vous êtes, à mettre en œuvre cette volonté que la Haute Autorité exprime à travers ses travaux, à travers ses recommandations, de sans cesse améliorer la qualité de la prise en charge et l'amélioration de cette prise en charge. La Haute Autorité a formulé le fait que le patient doit être le traceur. Et je reprendrai tout à fait ce terme. Je crois qu'il doit être le traceur du chemin clinique, du parcours entre le domicile, la ville, l'hôpital, la prise en charge au long cours.
le traceur pour corriger les événements indésirables à l'origine d'hospitalisations évitables ou d'hospitalisations rallongées, le traceur pour mesurer les progrès accomplis en matière de coordination des acteurs. C'est aussi pour nous la manière dont nous souhaitons aborder l'organisation de la réponse aux besoins de la population ici dans cette région. Nous le faisons avec vous et c'est pour ça que je voudrais particulièrement vous en remercier et vous souhaiter une bonne journée de travail. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci Claude. Juste quelques mots au nom de la Haute Autorité de Santé avant de passer à la première session plénière. Je vous ai dit tout à l'heure que cette rencontre à Paris est la dernière d'un cycle et en ce sens, elle est à la fois semblable et différente par comparaison aux autres réunions. Alors, elle est semblable parce que, bien sûr, elle est construite sur le même modèle. Nous allons avoir une session plénière sur la sécurité du patient, 3 sessions simultanées sur le parcours de soins, sur la pertinence des actes et sur l'information des usagers. Et puis cet après-midi, une session plénière sur la certification et en particulier sur la certification V2014. Alors, ces thèmes ne sont pas choisis au hasard, ils correspondent à nos objectifs à la Haute Autorité de Santé, à nos missions, et ces missions sont résumées dans notre projet stratégique dont le titre est « Participer à la régulation par la qualité et l'efficience ». Et donc nous abordons les thèmes qui sont pour nous les façons d'améliorer la qualité et l'efficience des soins, à l'exception d'un thème que nous n'abordons pas en région, qui est l'évaluation des produits de santé, qui est une grosse partie de nos missions, mais qui est en fait une aide à la décision au niveau national et qui n'a pas de déclinaison particulière en région. Alors, cette réunion est par ailleurs semblable aux précédentes, en ce sens que les objectifs spécifiques sont les mêmes. Je voudrais les rappeler. Le premier objectif, c'est bien sûr de faire connaître et d'expliquer les actions de la Haute Autorité de Santé et au passage de recueillir des retours d'expérience sur nos actions. Le deuxième objectif, c'est de découvrir des initiatives originales qui ont lieu en région et de pouvoir savoir comment ces initiatives peuvent être portées à la connaissance du plus grand nombre et éventuellement disséminées à l'échelle nationale. Et puis, troisièmement, c'est d'illustrer les complémentarités qui existent entre la Haute Autorité de Santé et les acteurs de terrain dans les différentes régions. Donc, c'est une réunion qui est semblable aux précédentes, mais elle est aussi différente parce que, évidemment, l'Île-de-France est une région différente. Et je voudrais juste, en courant le risque devant le directeur général de l'ARS, de dire des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, mais enfin, en gros, cette région, c'est 12 millions d'habitants, et c'est 18% de l'offre de soins en France. C'est surtout, à mes yeux, et je ne pense pas être très original en le disant, une très grande variété territoriale et sociologique, avec d'un côté, évidemment, des zones urbaines très denses, des villes-centres, mais de l'autre, une banlieue proche, avec tous les problèmes sociaux que cela comporte, une banlieue plus éloignée, et même des zones de campagne qui commencent à poser le problème de la désertification médicale. C'est par ailleurs une région qui, plus que d'autres, est soumise à des changements très rapides, et on ne peut pas ne pas citer le projet du Grand Paris qui va bouleverser le schéma de transport et le schéma d'urbanisation, qui va obliger le système de santé à s'adapter. C'est une région qui a des atouts incontestables. Elle a en particulier le plus grand hôpital universitaire d'Europe qui concentre à lui seul 2/3 de la recherche clinique en France. Elle a des centres anticancéreux de réputation internationale. Elle a un réseau de cliniques privées parmi les toutes premières de France, à la fois en importance et en variété de l'activité. Et donc c'est dans ce contexte à la fois d'atouts incontestables, mais aussi de grandes difficultés et de grande diversité des problèmes,
que l'Agence régionale de santé a, comme les autres, la tâche, je dirais la lourde tâche, de garantir l'accès des soins pour tous, de faire en sorte qu'il y ait une égalité des chances partout sur son territoire et de garantir, ce à quoi nous sommes à la Haute Autorité de Santé particulièrement attachés, la qualité des soins et la sécurité des patients partout. Cette région, évidemment, de par le nombre important des professionnels de santé qui y travaillent, est à l'origine de nombreuses initiatives, qu'elles soient à l'hôpital, mais qu'elles soient aussi, il faut le souligner, en médecine de ville et dans le secteur médico-social. Et ces initiatives peuvent être source d'inspiration à la fois pour la Haute Autorité de Santé, mais aussi pour d'autres régions. Et nous parlerons donc de certaines de ces initiatives. Claude Évin a fait allusion au programme régional de la prévention d'escarres, Sauve ma peau, on pourrait en citer d'autres, mais je crois que c'est important que ces expériences régionales soient mises à la connaissance du plus grand nombre, étudiées et éventuellement copiées ailleurs. Nous regarderons aussi des initiatives de la Haute Autorité de Santé, alors bien sûr la certification V2014, mais aussi le programme d'amélioration continue par le travail en équipe, le programme PACT. Et puis, nous insisterons sur ces complémentarités entre Agence régionale de santé et HAS. Et l'exemple meilleur, c'est peut-être la certification des établissements de santé. En V2010, nous avons travaillé ensemble de manière très étroite pour viser à corriger les lacunes qui existaient dans certains hôpitaux qui conduisaient à des certifications avec réserve, voire même à des sursis à certifier, de manière à trouver les moyens pour garantir la sécurité des patients, et ce, quelle que soit la taille et le statut juridique des établissements de santé. Alors, je l'ai dit, cette préparation a été un travail conjoint, et je voudrais à cette occasion remercier le directeur général, remercier son directeur adjoint Jean-Pierre Roblet et tous ceux qui ont contribué au succès de cette réunion. Et pour terminer, je voudrais dire que, à mes yeux, il est clair que l'Île-de-France joue et jouera dans un avenir proche un rôle majeur dans l'évolution, on peut même dire dans la transformation du système de santé. Et Claude Évin a dit à juste titre qu'on va passer d'un système de santé fondé sur une succession de soins à un système de santé fondé sur un parcours plus fluide, mieux organisé et qui associe mieux les établissements de santé, la médecine de ville et les établissements médico-sociaux. Cette logique de parcours qui est, je pense, le fil rouge de la future loi de santé est évidemment déjà défrichée par l'Agence régionale d'Île-de-France. Je l'ai dit, l'Île-de-France a des atouts considérables, ne serait-ce que le nombre de ces professionnels de santé. Et je pense qu'elle doit jouer un rôle de moteur, je dirais même d'exemple, par ces initiatives et aussi par le fait que les professionnels de santé qui s'y forment peuvent ensuite aller dans d'autres régions et finalement chercher à appliquer ce qu'ils auront appris en Île-de-France. D'un autre côté, l'Île-de-France doit s'ouvrir à ce qui se fait dans d'autres régions, et je sais qu'elle le fait, j'en donnerai juste un exemple. L'Île-de-France est une région dans laquelle il y a une particulière réactivité sur les programmes de coopération entre professionnels qui sont initiés dans d'autres régions. Donc voilà, c'est cet esprit d'ouverture, d'échange, de complémentarité qui a présidé à l'organisation de ces rencontres régionales de la Haute Autorité de Santé. Et c'est cet esprit qui, j'espère, nous animera aujourd'hui dans ces dernières rencontres du cycle. Je vous souhaite aussi une bonne journée de travail et je voudrais vous dire, pour clore ces introductions et ces réunions, que nous sommes très heureux de voir la participation très importante à toutes nos réunions régionales des professionnels de santé et l'enthousiasme avec lequel ils répondent à nos invitations. Merci à tous et bonne journée.
Alors, le programme de cette journée comporte donc une session plénière qui s'intitule « Sécurité du patient, des défis à relever en région ». Puis nous aurons ensuite 3 sessions simultanées, l'une intitulée « Le parcours de soins, un enjeu de transformation pour les professionnels de santé et les patients », qui sera modérée par Michel Varouvial, une autre sur les conditions de mise en œuvre des recommandations sur la pertinence des soins et des actes, qui sera modérée par Marie-Hélène Roth-Dunet, et une troisième qui sera intitulée « L'ARS Île-de-France et la HAS à la rencontre des représentants des associations de patients et d'usagers ». Cet après-midi, de nouveau session plénière. Celle-ci sera modérée par Alexandre Bios-Duplan. Cet après-midi, donc, une session plénière modérée par Yvonique Maurice qui s'intitulera « Les actualités de la certification ». Alors, la première session plénière est donc la sécurité des patients, et elle sera co-modérée par René Malberti et Laurent Castra, que j'invite à me rejoindre sur ce podium. Merci, bonne journée. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Donc nous allons, sans perdre de temps, entamer cette session plénière. Je vais vous présenter rapidement qui est autour de nous. Donc je suis moi-même René Malberti, je suis conseiller sécurité des soins à la direction de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de la HAS. Vous avez autour de moi Laurent Castra, qui est directeur de la santé publique à l'ARS Île-de-France. Valérie Azarian, à ma côté, à ma droite, qui est gériatre, responsable de la sous-commission CME, ESCAR et plaies chroniques. Laetitia May, à ma gauche, chef de service de la mission sécurité du patient à la HAS. Virginie Monod, qui est responsable qualité gestion des risques au CH de Sainte-Anne. Samia Lévy, qui est coordinatrice efficience et pratique à l'ARS. Et Florence Lehmann, je m'excuse, qui est responsable du service qualité et gestion des risques au CH d'Argenteuil. Nous allons avoir des interactions qui vont se faire par séquence et vous allez utiliser votre téléphone, non pas pour téléphoner, je vous conseille de le mettre sur vibreur, mais plutôt pour nous poser des questions à travers ce téléphone et donc essayer d'être dans cette interconnectivité avec nous. Nous prendrons également les questions qui viendront avec les mains levées. Et je passe tout de suite la parole à Laurent Castra pour l'introduction de la session. Bonjour à toutes et tous. Donc pour l'introduction de cette session, des mots-clés et des principes fondamentaux ont été évoqués. Le but, la transformation, par l'amélioration des pratiques et le fil conducteur de cette table ronde plénière aurait pu être et est de toute façon le travail en équipe. Comment améliorer nos pratiques en équipe, que ce soit au sein des établissements et entre nous, HAS, ARS, entre établissements et ARS. Donc nous avons, avec René et l'ensemble des membres de cette table ronde, proposé une co-intervention sur chacune des thématiques qui vont jalonner cette table ronde, en commençant par Valérie et Samia. Donc sur un programme emblématique et une campagne aussi emblématique pour l'ARS, mais au niveau des établissements, un témoignage donc, de la part de Valérie sur Sauver ma peau, la campagne ESCAR. Samia interviendra ensuite sur le sujet. Et René est le maître du temps, des horloges. Merci. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc, Donc il y a un avant-campagne pour nous et un après-campagne. Je vais vous présenter l'établissement en fait, dans lequel je travaille. C'est un établissement sanitaire et médico-social. C'est un établissement qui comporte 1000 lits et places avec toute une filière gériatrique, filière également de médecine physique et de réadaptation, une EHPAD, un secteur handicap. La démarche institutionnelle concernant les ESCAR date d'il y a environ 10 ans, avec la création d'un groupe ESCAR
Ensuite, en 2007, le travail sur une évaluation des pratiques professionnelles, donc sur la prévention des escarres. On a créé également une équipe mobile interne à l'établissement qui permet de donner des conseils, qui s'appelle HELP, donc c'est une équipe d'intervention et de liaison en plaie. Et puis il y a les enquêtes avec les recueils des indicateurs sur l'incidence des escarres. La gestion... Alors, ensuite arrive la campagne Sauve ma peau, maîtriser le risque escarre. Donc cette campagne, elle est intervenue avec cet objectif de éviter la survenue d'escarres graves, en fait, par la mise en œuvre de 5 bonnes pratiques qui avaient été listées sur faire le dépistage, une bonne évaluation des patients, faire de la prévention, travailler en pluridisciplinaire, donc traiter très tôt l'escarre dès le stade 1, mettre en adéquation en fait la prévention au risque escarre. On a choisi donc, alors il y avait un calendrier sur 1 an très chargé avec des audits, des réunions départementales pour un suivi des échanges, un recueil avec des compteurs qui permettaient de voir effectivement les patients qui étaient à risque mais qui n'avaient pas acquis d'escarre, et la mise en place d'un plan d'action. Dans notre établissement, on a choisi 2 unités de test en SSR gériatrique, en hospitalisation complète. La charte d'engagement a été signée par la direction et la communauté médicale, et l'équipe projet était composée du président de CME, du médecin de la sous-commission, les coordonnateurs généraux de soins, responsables qualité, les cadres et des infirmières. Et le groupe escarre plaie chronique intervenait en fait comme dans l'aspect opérationnel de la mise en place et de la mise en route de cette campagne. Les attentes de l'établissement, c'était améliorer l'évaluation, la traçabilité. La traçabilité, souvent, est un énorme problème. Sensibiliser les professionnels à la qualité et sécurité des soins et apporter surtout une nouvelle dynamique de travail grâce à l'accompagnement et le suivi régulier de l'ARS, puisqu'on a effectivement ces réunions d'étapes, la méthodologie qui nous est apportée, un véritable effet booster avec les échéances, parce que la campagne a été lancée en septembre 2013 et la clôture était en juin. Il a fallu quand même faire tous ces audits, ces réunions. Il y avait les réunions également dans l'établissement pour expliquer effectivement en quoi consistait cette campagne. Et puis il y a le partage d'outils et d'expériences entre les établissements. Alors l'impact de la campagne. L'impact a été très fort, vraiment un très fort impact institutionnel, psychologique, parce que ça a vraiment boosté le travail de toute l'équipe et des soignants, une motivation, un engagement. C'était un véritable levier, vraiment, mise en pratique de toute une théorie qu'on avait sur les recommandations. Mais là, ça a permis de valoriser déjà le travail qui avait été accompli par le groupe depuis déjà plus de 10 ans, de fédérer surtout la communauté médicale, médico-soignante et l'équipe de direction, puisqu'elles sont toutes deux bien sûr impliquées dans l'amélioration et la qualité des soins. Il y avait une prise de conscience réelle sur l'importance en fait de prendre en considération cette évaluation, cette prise en charge. On a pu communiquer en interne sur l'escarre et l'évaluation, enfin tout ce qui va autour, parce qu'il y avait un suivi de la campagne dans les instances principales de commission médicale d'établissement, commission des soins infirmiers, les comités de direction, le conseil de surveillance. Il y a une très large diffusion de cette information et du travail accompli au fil du temps, enfin au fil des mois par les équipes. Et puis l'information qui était également relayée dans la revue institutionnelle. Donc l'établissement a une petite revue, on faisait le point à chaque fois. Et il y a un impact aussi sur l'évolution des indicateurs pour l'amélioration et la qualité des soins qui étaient recueillis. L'impact sur la dynamique de travail, je crois que c'est un point vraiment essentiel, parce que comme je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, avec 10 ans effectivement de recul, un groupe escarre qui dès 2005 s'est constitué et a voulu travailler sur l'ensemble de l'établissement, qui est un grand établissement, donc quand même 1000 lits, avec des patients très fragiles. Et ça a été vraiment un booster, quelque chose qui a permis de relancer cette dynamique, de relancer le travail du groupe, également d'avoir une reconnaissance auprès de non seulement de l'équipe de direction, de l'équipe des cadres, de tout l'ensemble de l'établissement, une reconnaissance du travail qui est fait. Ça a permis donc dans cette dynamique de mettre en place un plan d'action concerté, concret, avec des axes prioritaires bien sûr. Nos axes prioritaires de travail, on en a 3.
C'est le déploiement de cette démarche donc en lien avec la direction des soins infirmiers, puisque les unités test concernaient deux unités de SSR, et là on veut le déployer sur des EHPAD et les maisons d'accueil spécialisées qui sont directement concernées. On organise une journée ESCAR, ça nous donnait ce punch pour justement vraiment déployer également sur le public et sur les autres établissements qui nous entourent, sur les autres professionnels hospitaliers, mais surtout de ville. Une journée ESCAR qui aura lieu le 2 avril, donc à l'hôpital de Plaisir. Et puis la formation des infirmières, où l'on est en cours de rédaction d'un dossier de formation, donc validante au titre DPC, parce que je pense que la formation est également, la formation des professionnels est au cœur pour la bonne prise en charge des soins des patients. Donc mieux maîtriser le risque, c'est souligner l'importance de l'évaluation et du dépistage, l'optimisation de la prévention, organiser donc les soins, former les équipes soignantes, l'importance de la pluridisciplinarité. Et là, on souhaite effectivement qu'en mettant en place tous ces éléments-là, on a une meilleure qualité, une meilleure sécurité des soins. Alors les freins et les leviers, il y en a eu. Maintenir le rythme, parce qu'effectivement, sur quelques mois, il y a beaucoup d'audits, on sollicite les équipes. Mais alors là, le rôle des cadres de proximité est absolument majeur pour justement continuer à relayer cet élan et cette envie de faire les choses. Engager la participation d'autres groupes de travail institutionnels, puisqu'il y a les clans, comités de lutte, les comités pour la nutrition, il y a les groupes dossiers patients, il y a beaucoup de groupes institutionnels qui souvent travaillent chacun dans leur coin. Donc là, ça permet de rechercher une cohérence, une concertation et de travailler véritablement en lien avec tous ces comités, ces groupes de travail. Puis obtenir l'adhésion et le consensus dans le choix de certains supports, ça peut parfois être une difficulté. Et là, la campagne permet véritablement de renforcer la légitimité d'un groupe de travail. Et ça, c'est majeur, c'est vraiment très, très important pour être écouté. Nos ouvertures et perspectives, parce que ça nous a donné un élan, mais évident, cette campagne, c'est vraiment une évidence. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'avant-campagne, l'après-campagne, même si on réfléchissait sur ces thèmes depuis longtemps. Mais là, c'est vrai que ça nous donne ces outils, cette méthodologie, ce partage des informations. Et nos perspectives, bien sûr, c'est de pérenniser ces avancées acquises, parce qu'il y a de très, très grandes avancées, maintenir l'élan et l'intérêt collectif, ouvrir la réflexion sur la ville, et en l'occurrence avec la ville et l'hôpital de jour, parce que moi je suis gériatre en hôpital de jour, et je reçois des patients, on m'adresse des patients pour effectivement des problèmes d'escar, donc je suis en lien direct, mon équipe et moi-même, avec les infirmières libérales. Donc c'est une réflexion qu'il faut développer, et développer bien sûr les partenariats. Voilà, merci. Merci Valérie. Samia va intervenir sur la campagne. Vous aviez dit qu'il y avait un avant et un après, mais ça devient un thème ancré dans le programme de travail de l'ARS. Néanmoins, peut-être un point, alors quelques rappels sur cette campagne Sauver ma peau, mais surtout sur son évolution. Le dispositif d'accompagnement, l'évolution des outils, et puis peut-être une ouverture en termes de perspective sur d'autres thématiques, sur la base de la même méthode. Après les escars, donc quelle autre thématique, au moins au singulier? Plus qu'autre thématique, c'est surtout déjà de tirer les enseignements déjà de cette méthodologie de campagne. Merci. La diapo, comment... Alors, la diapo suivante. En tout cas, cette campagne, c'était un esprit anglo-saxon. C'est plutôt chez les anglo-saxons qu'on va chercher ça. Les Gallois avaient fait des campagnes, notamment sur les escars, et on avait tiré un enseignement, par exemple, qui était de dire pas zéro escar, parce qu'au bout d'un an, quand je leur avais demandé ce qu'ils en pensaient, ça a été, en fait, les équipes, quand elles ont des escars, elles sont découragées malgré tout ce qu'elles font. Donc nous, on était partis sur un objectif d'éviter des escars graves, annoncer un objectif faisable. Après, pour vous donner les repères de ce que ça a donné et de combien d'établissements on a emmené, en sachant qu'il est clair que le levier ARS est un levier très intéressant, puisque la tutelle se positionne dans
dans l'accompagnement, et ça donne de la force pour parler à la gouvernance de la qualité des établissements, ce qui permet que les présidents de CME et les directeurs étaient régulièrement informés de tout ce qui se passait sur la campagne, même si c'était plutôt le référent de la campagne qui était présent aux réunions et qui menait toute la coordination du projet. Alors les quelques chiffres, on a envoyé par les délégations territoriales à tous les établissements de santé et médico-sociaux, on a eu 224 chartes qui sont revenues. On a envoyé une charte d'engagement avec un calendrier de réunion de lancement pendant l'été 2013 et on est arrivé 224. On en attendait une quarantaine et on était ravis de cet engouement et ça répondait à un besoin. 107 sanitaires, 117 médico-sociaux. 172 établissements sont rentrés dans le système des compteurs, c'est-à-dire qu'entre ceux qui envoient l'engagement, qui ont envie de faire, qui viennent à la réunion de lancement, bon, on en perd en gros, vous voyez, une cinquantaine. 123 établissements, en fait 130 parce qu'il y en a qui ont récupéré des certificats à l'agence depuis. En gros, 130 établissements se sont vraiment engagés sur tout le long dans le projet, sur les 9 mois. Donc on a vraiment, le projet a été réalisé réellement par 130 établissements sanitaires et médico-sociaux. Et ce qui est quand même joli à voir, c'est 24 911 patients ont été dépistés à risque pendant cette campagne et ont été indemnes d'escar. Hein, c'est le compteur 2. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des compteurs, mais ce qu'il fallait, c'était une idée de René Amalberti, c'est comment entraîner et les compteurs chez les anglo-saxons, les compteurs en médecine du travail, tant de gens, les compteurs dans les gares, vous savez, les choses qui tournent. Alors nous, ça ne tournait pas, mais à chaque fois que quelqu'un dans un établissement rentrait un patient à risque, dépistait un patient à risque, il bougeait le compteur de son département et il bougeait le compteur de la région. Et il surveillait l'état cutané du patient. S'il avait développé une escarre de stade 1, on a identifié l'escarre de stade 1, parce que c'est la rougeur, il n'y a pas encore d'effraction cutanée, et on peut réverser beaucoup plus facilement. Donc on voulait réagir, augmenter la vigilance, augmenter la réactivité des équipes sur le stade 1 pour qu'on n'ait pas ces trous qu'on a tous connus avec des patients qui ont des escarres sacrées absolument atroces, qui souffrent. Et on a tous ces patients en tête et c'était ça qu'on voulait éviter. Et ça parlait à tout le monde. Les points positifs, l'animation territoriale départementale en Île-de-France. Donc c'est 8 réunions pour chaque lancement, diagnostic, plan d'action, suivi et clôture, et bien ça, c'était multiplié par 8. Et bien il fallait faire ça, il fallait le minimum. Parce que chaque département avait ses établissements, ils se connaissaient, ils sont dans le même territoire, ils partagent. Il y avait un MCO, c'était dans le 78, un CSR qui dit, si vous nous dites que le patient est à risque escar, nous, on va mettre le bon matelas. Et le MCO, bon, peu importe. La transmission des escarres, vous savez, dire on ne va pas prendre ce malade, il a une escarre et tout. Et le SSR disant mais non, au contraire, nous, si vous nous dites qu'il a un risque escarre, on mettra le bon matelas, il ne fera pas d'escarre et on sera ravis. Donc toute cette histoire de dire mais non, les escarres c'est les autres, le MCO qui dit que c'est les EHPAD, les EHPAD qui disent c'est le MCO, le SSR qui dit c'est le MCO, on est arrêté de dire tout ça. On a dit risque escarre c'est tout le monde. On est tous concernés, maintenant on y va. Et on y va tous ensemble. Et c'est ça qui a marché. Donc, et en plus, le public, le privé, il n'y a pas, non, tout le monde est ensemble. Et donc, dynamisation, des outils communs, la communauté d'outils de communication, le widget que vous voyez, c'est un outil qui a été mis à disposition des établissements, qui est sur le site de l'ARS et que tout le monde pouvait mettre. Il n'y a pas tout le monde qui l'a mis, mais il y en a plusieurs, et ça a été un outil commun. La communauté des outils est très porteur. La multidisciplinarité, c'est le sujet qui fait la multidisciplinarité, mais c'est aussi l'envie de s'améliorer qui fait la multidisciplinarité. La dédramatisation du sujet. Il y a un directeur, une directrice qui m'a dit le fait que l'ARS parle d'escar, c'est plus un tabou. On lève un tabou parce qu'on en parle. La satisfaction des professionnels, ils étaient contents, on a eu plein de mails positifs. Et puis, la valorisation, on a voulu qu'on arrête de pointer tout ce qui ne va pas. Un plan d'action, ça signifie qu'il y a des mesures d'amélioration. Et puisqu'ils vont vers l'amélioration, on valorise cette amélioration par des réunions de remise des certificats. Et c'est encore les anglo-saxons qui donnent cette idée avec un certificat et une photo. Et alors, avec le droit à l'image, on ne peut pas les mettre sur le site. Mais c'était quand même, quand il n'y a pas le moral, ben vous regardez les photos départementales et je vous assure que ça remonte tout de suite. Alors, les points de vigilance, le lancement. Quand on part sur, on se dit, il y a 40 établissements qui vont répondre et qu'il y en a 224. Il faut être extrêmement réactif, adapter la ressource
à ce qui arrive, quoi. Donc ça, c'est un des points de vigilance pour les prochaines campagnes. Adapter la ressource et surtout, dans le lancement, être très clair. Il y a eu des confusions sur les outils d'évaluation, les outils de mesure. Maintien de l'engagement dans les établissements. Alors ça, c'est un des enjeux les plus importants. C'est de dire, la campagne a été appréciée, mais elle sera meilleure. C'est comme un régime amaigrissant. Il sera efficace si on arrive à maintenir la dynamique. Donc au fond, maintenant, on a une prévalence. On a tous un rendez-vous régional sur ESCAR en juin 2015. Donc je fais de la pub parce que c'est extrêmement important. Vous allez recevoir la semaine prochaine par les délégations territoriales aux directions un calendrier de réunions d'information en fin mars, début avril, par département. Donc vraiment, on veut faire un rendez-vous régional ESCAR. Et la prochaine campagne? Alors, on est en train de tirer tous les enseignements sur cette campagne, sur la méthodo-campagne. Sur ESCAR, je vous ai donné rendez-vous prévalence. Sur méthodologie campagne, on est en phase pilote actuellement, mais on lance la phase pilote ce mois-ci. Et le prochain thème qui est retenu à la demande des gens sur ESCAR, dans la continuité, c'est gestion du risque de chute. Voilà. Mais cette campagne ne sera lancée qu'en janvier 2016. Elle est en phase pilote actuellement, au début de la phase pilote. Donc, expérience très positive dans un établissement, mais pas seulement. C'est l'enseignement qu'on peut tirer aussi de ce que vient de nous dire, décrire et préciser Samia. Il y a la question de la méthode qui ressort dans le propos de Valérie et également de l'évolution des méthodes de travail en équipe en termes d'enseignement qu'en tire Samia pour ce qui est des ESCAR. Mais il y a par ailleurs une expérimentation pour le moins intéressante. Donc PACT, un programme d'amélioration continue en matière de travail en équipe qui peut peut-être nous ouvrir des perspectives justement en matière de méthode pour généraliser nos approches d'amélioration de travail en équipe et d'avoir un socle commun méthodologique. Peut-être une réaction de Florence Lehmann sur ce sujet, et puis elle témoignera ensuite de ce qu'elle a pu préparez vos questions parce au travers va vous solliciter dans son établissement. Quelques secondes. Et Laetitia nous annoncera quelles sont les perspectives pour PACT de déploiement, en particulier en Île-de-France, mais pas seulement. Donc réaction sur travail en équipe, la méthode et au vu de l'expérimentation, l'expérience et de la campagne ESCAR. Si ça marche. Oui, ça marche. Donc nous, on n'a pas fait cette campagne malheureusement parce qu'on n'avait pas le temps, mais on a fait PACT. C'est vrai que s'intéresser à, là c'est les ESCAR, mais tous les sujets sur la gestion des risques, ça fédère les équipes et c'est vraiment quelque chose qui, quand tout le monde s'implique, qui est très important. Voilà, pour les ESCAR, mais pour PACT que je vais vous présenter dans quelques minutes. Est-ce que je commence à regarder dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions? On n'en a pas qui sont remontées. On en a une qui est remontée. Je pense qu'elle est assez simple. C'est est-ce que l'accès à la formation aux IDE libéraux est également inclus dans cette campagne? Oui, a priori, c'est ouvert, inclus, en perspective. Ça démarre avec les établissements de santé. C'est pas à l'ARS à mettre en place les formations, on va être clair. Nous, on avait 5 mesures à fort impact pour mettre en place la campagne qui était pilotage multiprofessionnel, et évaluer, réévaluer le risque, support, mobilisation pour la prévention, réagir tôt dès la rougeur, former, éduquer, former les patients, former les professionnels, éduquer les patients et l'entourage. Après, c'est aux établissements à mettre en place, et ce qu'on essaie de favoriser, c'est que les formations dans les établissements soient ouvertes aux libéraux. Ça peut être un des liens possibles. Oui. Excusez-moi, je rajoute une chose parce qu'effectivement, les formations, organiser des formations, c'est pas simple. On peut souvent en avoir l'idée, mais le fait qu'il y ait eu cette campagne, j'avoue que ça a permis de libérer un certain nombre d'obstacles, notamment pour accéder à la formation, accéder à l'écoute de certains directeurs pour justement faire ces dossiers. C'est-à-dire que là, ça ouvre des portes, c'est indéniable. C'est un coup de pouce énorme. Sans l'ARS, il y a beaucoup de portes qui ne se seraient pas ouvertes.
Est-ce que vous pouvez lever les mains, ceux qui veulent poser des questions? Oui, nous avons des questions en salle, donc je vous en prie. Vous vous présentez, vous vous levez, vous vous présentez avant de poser la question. Alain Laforêt, représentant la FNAR, Fédération nationale des associations de retraités. J'étais impressionné par le travail fait. J'ai juste une petite question. J'ai trouvé que le mot patient n'était apparu dans aucun slide, à aucun moment. Et j'aurais aimé savoir quel était le volet que vous n'avez pas présenté, j'espère qu'il était dans votre programme, sur l'information et surtout la participation des patients. Parce que voilà, c'est ça ma question. Merci. Oui, bien sûr, le patient est au cœur du sujet. Le patient, lorsque de toute façon on fait les soins, bon, si je parle des unités tests, c'est du soin de suite et de rééducation. Bien sûr, à chaque fois qu'un soin est porté au patient, il y a explication, information. On parle d'éducation, mais c'est vrai que c'est mettre le patient au courant de chaque acte, de chaque décision, de lui expliquer ce qui est fait. La pluridisciplinarité, on en parle effectivement entre soignants, mais le patient est au cœur du sujet. Là, c'est vrai qu'on a parlé méthodologie, projet dans son axe outils, méthodologie, rencontre. Mais bien sûr, le patient, à chaque fois, est au courant de ce qu'il se passe. La campagne, c'était une aide surtout pour nous soignants, mais les familles étaient au courant et les familles sont informées. Et au contraire, l'escar, c'est vrai que c'est une pathologie un petit peu particulière, ça fait peur, c'est pas très beau tout ça, c'est assez. Il y a des gens qui n'aiment pas ces plaies, c'est creux, ça sent pas bon, enfin c'est pas vraiment quelque chose qui attire. Et là, en fait, le fait d'en parler, même pour les familles, même pour les patients, ça ouvre complètement le sujet, ça ouvre des questions et ça libère complètement la parole. Merci. On a le temps encore pour 2 questions. Il y en avait une dans la salle et puis je crois qu'il y en a une qui est remontée. Une sur la tablette, oui. Alors peut-être celle de la tablette avant de prendre la dernière de la salle. La question suivante, le test sur les 2 unités SSR qui a été évoqué, s'est-il généralisé aux autres secteurs d'activité de votre établissement de santé, impliquant d'autres praticiens que les gériatres, et comment se passe la coopération entre ces praticiens? Alors les 2 unités, c'est effectivement pour la campagne parce que le cadre était très impliqué, donc il fallait être très réactif. Donc il y avait 60 lits. Et puis, comme je l'ai précisé peut-être un petit peu vite, dans nos axes de travail, c'est de déployer justement ce que l'on a appris aux EHPAD, aux maisons d'accueil spécialisées, et avec justement toujours le concours des cadres. Ça, c'est très très important. La pluridisciplinarité dans notre établissement, ça va être les médecins, les gériatres, les infirmières, les aides-soignantes, les rééducateurs, kinés, ergothérapeutes, diététiciennes. Une question qui avait levé la main par là. Oui, Nicole Solier, représentante des usagers, médecin de santé publique. Merci effectivement pour ce beau travail et cette présentation à 2 voix. Vous venez de répondre en partie à la question que j'allais poser. Donc, réagir dès la rougeur. Effectivement, vous avez peu parlé des aides-soignants. Et je pense que notamment dans les EHPAD, c'est eux qui voient la rougeur en premier. Donc, je pense qu'ils ont été associés, mais je tenais à le dire et à le redire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce témoignage? Une toute dernière question? Peut-être une réaction, non? Oui, je suis tout à fait d'accord pour les aides-soignantes, effectivement. Mais c'est pour ça que la difficulté, et c'est là où la campagne nous a énormément aidés, c'est que les escars, je vous faisais voir que ça fait 10 ans qu'on en parle, qu'on a créé un groupe, et les choses étaient vraiment stationnaires, ça ne bougeait pas. Là, dans cet élan, ça inclut tout le monde. Et précisément, ça a valorisé le travail des soignants qui sont tout à fait proches du patient, par la remise du certificat, par la valorisation et le regard de la direction, et des autres médecins par rapport à cette équipe soignante proche du patient. Merci. Une petite observation. En fait, il s'agit d'insister sur ce qu'évoquait Samia en réponse à la question de l'accès à la formation pour les libéraux. C'est l'importance du rôle des établissements de santé comme socle et comme lieu d'association d'acteurs de la ville. C'est la thématique parcours qui ressort au travers de ça. L'éducation thérapeutique, et Pierre-Yves Traînard et Lise Janot en particulier, je pense, évoqueront ce sujet. C'est que l'hôpital a un rôle en matière de coordination, voire justement en ETP et en logique de parcours, une obligation parfois.
Donc il est important de considérer que pour toutes les thématiques, la logique d'amélioration de qualité-sécurité doit passer par l'hôpital en associant les libéraux et bien entendu aussi, le cas échéant, le secteur médico-social. C'est aussi une forme de travail en équipe. On revient aux expériences. Donc celle de Florence est justement sur cette démarche et cette expérimentation de pacte. Alors, PACT, c'est le projet, c'est un programme de travail en équipe, amélioration continue du travail en équipe. La HAS a fait un appel à candidature, donc nous avons porté notre candidature essentiellement sur le titre, parce qu'on ne savait pas très bien dans quoi on s'engageait. On savait que ça tournait autour de la sécurité du patient. Je peux avoir les diapos, s'il vous plaît. Bon, donc nous avons fait le choix au début d'une thématique qui était un petit peu ambitieuse, puisqu'on voulait faire la prise en charge de l'AVC, qui comprenait plusieurs équipes, et puis on s'est aperçu que ce n'était pas possible, parce que le travail, il fallait avoir toute l'équipe pour ce projet. Donc on a réduit à la médecine physique et rééducation fonctionnelle, mais avec beaucoup de professionnels très différents. Et donc, on est parti sur ce projet avec comme problématique, parce qu'il fallait définir une problématique, c'était la prise en charge de patients atteints de troubles de la déglutition. Et se faire comprendre par tous les professionnels autour de cette prise en charge. Le projet a démarré en avril 2014, avec la formation des facilitateurs, des pilotes, et puis surtout la communication au sein de l'établissement et au sein de l'équipe qui allait être engagée. La diapo suivante, s'il vous plaît. Le début a commencé par le diagnostic de l'équipe. C'est l'étape évidemment la plus importante. Ça commence par des questionnaires que les équipes complètent sur la culture de sécurité et le leadership. Mais surtout, l'étape la plus importante, c'est le CRM santé, qui est une nouveauté pour nous, que nous ne connaissions pas du tout. Ce sont des ateliers interactifs qui permettent finalement de déterminer les forces et les faiblesses de l'équipe et les forces et les faiblesses de son fonctionnement. Les thèmes abordés sont la communication dans l'équipe, la communication avec le patient, l'alerte, la gestion du stress. Les séances étaient obligatoires pour toute l'équipe engagée. Il y a peut-être une ou deux personnes qui n'ont pas pu y aller pour des raisons autres, mais sinon tous les professionnels ont été. C'était des séances de 15 personnes où l'expression était libre. Donc il y avait quand même un cadre mené par les facilitateurs. Il faut bien mener ça parce qu'effectivement ça peut déraper, mais ça s'est très très bien passé. Et à la fin de ce diagnostic, finalement, à la fin de cette séance, nous avons pu dégager déjà des axes d'amélioration à la fin de la séance. Ensuite, à la fin de la séance et quelques temps après toutes les séances, nous avons fait un retour aux équipes des questionnaires, du CRM santé, de ce qui en est ressorti. Et nous avons choisi ensemble des actions à mener au sein de cette équipe qui tournaient essentiellement autour de la communication en équipe, se comprendre sur la prise en charge d'un patient entre professionnels, parce que les kinés, les IDE, les médecins, finalement, ont des langages techniques très différents et ne se comprennent pas, finalement, sur la prise en charge. On s'est aperçu de ça. C'est aussi l'organisation de l'équipe. C'est un point qui a été soulevé par l'équipe, autour de la prise en charge du patient, toujours. Hein. Et puis, la communication près des patients, effectivement, aussi, est un point qui a été soulevé dans cette équipe, parce qu'on s'est aperçu que finalement le patient, même si le médecin lui expliquait, il n'avait pas compris qu'est-ce qui allait lui arriver dans sa prise en charge et de redemander à tous les professionnels finalement les mêmes questions. Donc ils ont mis en place des outils, enfin on est encore dans la phase d'expérimentation, on n'a pas tout mis en place, des outils finalement qu'ils connaissent sans vraiment savoir qui les utilise, c'est la reformulation, le briefing, des briefings et des supports d'information qu'ils vont élaborer.
Et enfin, donc nous, on est dans l'analyse de la problématique qu'on n'a pas encore complètement déterminée. Alors, pour finir, les facteurs de réussite, c'est l'engagement fort de la direction. Ça, c'est très important parce qu'il faut libérer les personnels. C'est l'implication de la gestion des risques. C'est des facilitateurs qui soient bien formés, qui activent le projet parce qu'il y a des moments où on redescend. Et puis des pilotes et une adhésion de l'équipe. Mais là, le CRM Santé est un bon moyen. Et enfin, les difficultés, c'est la planification du projet avec toutes les contraintes du quotidien. Et puis, c'est aussi que c'est une nouveauté pour les équipes de travailler finalement sur des facteurs humains et non pas sur de la technique. Et donc, il faut se familiariser à des termes, à des outils, à des réflexions différentes. Bon, on est encore dans l'expérimentation, donc on a encore besoin d'un soutien méthodologique, mais déjà, on a vu des résultats sur une amélioration de la culture de sécurité. Donc, c'est vraiment un projet qui a été très fédérateur. On en est très content. Je vous remercie. Ressenti globalement positif, malgré les difficultés. Donc, quelle perspective, quel devenir, Laetitia, pour cette expérimentation? Alors, tout d'abord, merci. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes et des établissements de santé qui jouent le jeu avec nous sur cette expérimentation, parce qu'on leur en demande beaucoup, et vous le réalisez au travers du témoignage de Florence. On demande beaucoup aux équipes parce qu'on fait avec eux, on teste un programme, on teste des outils, on teste une méthode. Voilà, tout est nouveau pour tout le monde. Et donc, c'est en tout cas une aventure très intéressante. Alors, je tiens à souligner quelques mots de ce programme. D'abord, de quoi parle-t-on? On parle du quotidien. C'est ce que l'on veut faire passer. C'est pas quelque chose en plus qu'on veut imposer, c'est le quotidien des équipes. Et on aime bien prendre des exemples dans nos animations. Et typiquement, le dialogue de sourds qui peut se mettre en place entre professionnels de santé, c'est pas qu'ils ne se parlent pas, c'est qu'ils ne s'entendent pas au sens où ils ne sont pas dans le même contexte. Et là, on a, voilà, typiquement, ça dialogue, mais ça dialogue mal. Et on en arrive à... Là, un échange entre un médecin de garde et un médecin de jour qui se côtoient, tout va bien. Non, en fait, il reste impatient, mais il ne parlait pas de la même chose. Et finalement, voilà, il dialogue, mais il dialogue mal. C'est le quotidien de tous les jours. On revient au quotidien. Alors, l'objectif, je redis, de Pacte, c'est améliorer la sécurité du patient. Le patient est au cœur et partenaire de l'équipe. Et on travaille sur une équipe pluriprofessionnels qui partagent les mêmes valeurs et qui travaillent sur des compétences non techniques. Florence l'a soulevé, la nouveauté, c'est le travail sur les compétences non techniques. Les compétences non techniques, c'est l'écoute, l'entraide, le stress, la communication, l'implication du patient, des choses que voilà, on ne va pas apprendre chacun dans son métier de technicien, j'allais dire, ça n'est pas du tout péjoratif. Donc ça, c'est très important et c'était peut-être les mots que je voulais souligner dans ce programme. Alors les perspectives, d'abord on consolide la démarche en 2015. Donc vous avez entendu qu'on a 16 établissements, 18 équipes actuellement. L'idée est de terminer le panel, de vraiment consolider la démarche avec les outils et le programme, de lancer une phase pilote avec un beaucoup plus grand nombre d'équipes, mais sans accompagnement de la HS pour voir si c'est possible à mener. Et perspective un tout petit peu plus lointaine, mais qui arrive très très vite, ce sont des équipes pluriprofessionnelles, évaluées et dans une démarche synergique de la certification pour toute équipe volontaire qui voudrait faire ce projet. Alors je vais terminer avec un petit film d'animation qu'on aime bien passer. Vous avez compris qu'on essaye de faire passer certains messages. C'est un film publicitaire, donc rien à voir avec le milieu de la santé, mais qui, au travers de l'illustration, vous allez voir, reprendre certains thèmes du fonctionnement d'équipe et qui, aujourd'hui, vous allez le comprendre, a encore plus de sens. C'est la force du nous, la force du fonctionnement de l'équipe. Alors j'espère que le film va passer. Normalement, il est censé se lancer, le film. Non. Ça serait dommage de ne pas le passer. Et je n'ai pas la main sur le clic. Voilà. Je vous laisse. Vous allez voir, c'est face à un danger. Finalement, comment est-ce que une population, quelle qu'elle soit, peut réagir? Vous allez voir qu'il y a le danger, on le voit.
finalement quelqu'un qui va donner l'alerte. Vous voyez le petit leader là, qui va donner l'ordre. Hop, tout le monde se met en marche et évidemment le risque est évité, le danger est maîtrisé. On a l'exemple voilà, tout à fait de la petite fourmi. Vous voyez là, il y a des consignes très précises, surtout l'alerte qui est donnée. Le leader qui va tout de suite, hop, on rappelle tout le monde se coordonne, tout le monde s'aide, tout le monde se soutient. Et ensemble, ils vont arriver à maîtriser le danger. Et je crois qu'il y en a encore un, mais même si on peut s'arrêter. Bon, voilà, c'est la dernière petite illustration qui est aujourd'hui sur un ton humoristique et qui, je crois, aujourd'hui a particulièrement du sens. Alors on va avoir une séquence questions. N'hésitez pas à rentrer par la tablette et par votre téléphone et n'hésitez pas évidemment à lever les mains. Je repasse la main à Laurent Castra pour l'animation. Question peut-être, non? Questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, j'en vois déjà. Et peut-être après des réactions autour de la table ronde. Bonjour, Stéphanie Paré, je suis la présidente de l'Association française des maladies héréditaires du rythme cardiaque. Et c'est vrai que sur nos pathologies, en fait, engendrent, entre guillemets, ou s'assimilent à l'AVC. Or, actuellement, on entend beaucoup parler d'AVC, mais c'est maladies cardiaques héréditaires qui entraînent des conséquences assimilables à celles de l'AVC chez les jeunes. Est-ce qu'il serait possible en fait d'en parler simultanément et est-ce que les équipes peuvent se mettre ensemble parce que les conséquences sont quasiment les mêmes et je pense que ça serait très intéressant. Ça, c'est ma première question. Inscrire au programme. De toutes les manières, encore une fois, le travail sur, ce qu'on est en train de mener sur les équipes, c'est effectivement l'association de plusieurs professionnels de santé. Il n'y a aucune restriction à, au contraire, rechercher cette participation de plusieurs professionnels. Ça n'est pas réservé à un service, donc ça pourrait très bien faire l'objet d'un projet qui associe aussi bien la rééducation, la cardiologie, la neurologie. Pour nous, en tout cas, il n'y a aucune restriction. Nous, dans notre projet, en fait, au départ, on est parti de l'AVC, mais en fait, il s'occupe de différents patients en rééducation fonctionnelle. Et en fait, ce projet, il est autour de tous les patients. Il n'est pas seulement sur cette filière, finalement. Oui, mais là, je dirais que la prévention dans les maladies cardiaques héréditaires est très méconnue et très mal prise en charge. Et que ça serait bien de l'associer, en fait, puisque le projet existe. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Et d'autre part, j'aimerais savoir, est-ce que les associations sont incluses dans ce projet et travaillent avec vous ? Les associations sont au courant de ce projet, mais évidemment, vous avez compris, ce sont à chaque fois recentrés au sein des équipes de soins dans les établissements de santé. Donc, c'est l'association du patient en tant que tel dans sa prise en charge. Mais de toutes les manières, peut-être là, Florence, tu peux dire, toi, vous en avez parlé aussi. Nous, on a associé la CRUC. On leur a présenté le projet et d'ailleurs, ils étaient très intéressés. Donc, la CRUC, c'est la relation avec les usagers. Donc, ils sont impliqués et ils suivent le projet. Via une ou deux personnes, certainement. On va prendre d'autres questions. Merci, madame, pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a une autre question qui est arrivée sur la tablette et puis on a une autre question en salle. Et une question tablette sur les conditions d'inscription dans la phase pilote Pacte. Donc, on va peut-être revenir un peu en arrière, pas tant dans le diaporama que dans votre propos, Laetitia. Sur quel développement en Ile-de-France en particulier, quel programme de travail, en commençant par quelles conditions d'inscription et un rappel de calendrier. Alors d'abord, là, sur l'ensemble des équipes actuellement, c'était un panel sur à peu près toute la France de tous les établissements de santé pour savoir si la démarche était possible, quelle que soit l'activité ou quelle que soit la taille ou le statut de l'établissement. Donc nous avons de tout.
Et dans la phase pilote, c'est quelque chose que nous sommes en train de caler, qui n'est pas tout à fait encore finalisé. Nous avons déjà une centaine d'équipes préinscrites qui ont déjà tapé à la porte sur la première étape, mais ça n'est pas fermé. Mais par contre, il y aura malgré tout un certain nombre de critères parce que vous l'avez peut-être compris, ça ne va pas se faire comme ça. Donc d'abord, il faut une équipe volontaire, bien sûr, mais il faut, Florence l'a redit, et c'est des messages importants, un soutien de la direction, une volonté de la direction, un soutien du management. Si ça n'est pas en place, ça n'est même pas la peine d'essayer de s'engager dans cette démarche-là. Et puis nous aurons d'autres critères, notamment parce qu'il faut, vous l'avez aussi compris, les moyens de dispenser le CRM santé dans l'équipe qui fera ça. Et donc c'est aussi ce que nous sommes en train de mettre en place. Et donc voilà, je ne peux pas vous dire exactement tous les critères pour le moment, mais vous aurez les informations. Et bien sûr, on compte bien sûr sur l'Île-de-France pour avoir de la participation. Merci Laetitia. Il y a une question dans la salle et puis il y a une question qui est arrivée sur la tablette. On va prendre la question de la salle et puis la question de la tablette après. Oui, donc Pascal Finkelstein, je travaille au département du développement professionnel, à la DRH de l'AP. Donc je trouve ça très, très intéressant comme méthode pour faire travailler les équipes. Mais justement, vous dites qu'il faut une application forte de la direction. Je suis tout à fait d'accord, il y a beaucoup de démarches qui se font, mais comment on le rattache? Enfin, comment vous voyez-vous ça? J'aurais voulu un peu plus de précision sur cette inscription dans le programme management ou développement des équipes. Alors, c'est clair que ça peut faire partie des axes forts de la direction. Il se trouve que on essaye quand même de faire les choses en cohérence. Et par exemple, le programme fait partie, est reconnu comme programme de DPC si l'établissement le propose. Donc ça peut faire partie des leviers possibles pour emmener ça. Mais encore une fois, il faut, quand on dit le soutien du management, c'est qu'il faut que le management comprenne que si une équipe se met là-dedans, il faut dégager un peu de temps. Alors c'est toujours problématique dans une équipe de soins, mais ça se trouve, ça s'organise, et toute l'expérience là qu'on mène avec les équipes le montre très bien. Les directions ont soutenu, on les a réunis aussi pour leur passer ces messages-là, et même de la reconnaissance vis-à-vis des équipes qui s'engagent dans ce programme-là, la communication, aussi que ça fasse, j'allais dire, boule de neige dans l'établissement de santé, que ça donne envie à d'autres équipes, parce que c'est faisable, encore une fois, dans le quotidien. C'est un investissement au départ, mais évidemment, en retour, on a des choses qui sont très intéressantes, et en particulier sur la sécurité du patient, mais il y a des objectifs secondaires qui sont la qualité de vie au travail pour les professionnels de santé qui participent à cette démarche-là. Et donc, l'établissement, d'une façon globale, va en tirer les fruits. Donc, mais il faut que le management en soit conscient. Voilà. C'est ça qu'on veut dire, convaincu. Une dernière question qui est remontée par la tablette, Laurent? Oui, alors qui relève de l'anticipation de ce que pourrait être Pacte en matière de certification d'équipe à l'avenir, peut-être. Est-ce que ça peut conduire à la certification d'équipe dans le secteur d'activité qui leur est propre? C'est une très bonne question. Alors, il se trouve, je vais faire une réponse. Pour l'instant, la certification s'intéresse aux établissements de santé et nous n'avons pas la mission de certifier officiellement des équipes. Donc, on ne peut pas appeler ça de la certification. Clairement, dans le dispositif actuel, nous allons tester, y compris dans la phase pilote, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, un dispositif d'évaluation externe. Ça n'aboutira pas au terme certification, puisque pour le moment, nous n'avons pas cette possibilité, mais on aura une démarche d'évaluation, on essaye de conduire une démarche d'évaluation externe pour évaluer ces équipes, et évidemment que ça soit valorisé dans le cadre de la certification. Merci. Merci Laetitia. Donc on arrive sur la dernière séquence de cette table ronde plénière. Et le thème est celui du signalement des événements indésirables graves. Je me tourne vers Valérie Monod, vers Virginie Monod, décidément je suis en souci avec les prénoms, mais je m'en excuse. Et peut-être un témoignage sur ce thème. Je veux bien la première diapositive, s'il vous plaît. Donc merci. Donc je vous rappelle qu'une expérimentation du signalement des événements indésirables graves avait été expérimentée en 2009. C'est une démarche qui avait été pilotée par l'Institut de veille sanitaire sur 4 régions,
dont la nôtre, et une démarche qui avait été pilotée en partenariat également avec les ARS. Alors mon établissement avait profité de cette opportunité pour déployer, renforcer le dispositif de signalement des événements indésirables en interne et évidemment en externe, justement en se portant candidat pour participer à cette expérimentation. Alors sur le signalement interne, nous avons mis en place un certain nombre d'actions qui avaient toutes un même objectif, celui de converger et de renforcer la culture sécurité au sein de l'établissement. Donc vous voyez à titre d'information quelques actions qui ont été engagées. Évidemment, bien sûr, la désignation d'un coordonnateur des risques associés aux soins, désigné par le directeur après avis de la CME. La désignation ou l'identification de référents revues de morbimortalité ou de retour d'expérience au sein de l'ensemble des services. Il s'agissait donc d'un binôme médecin et paramédical. Et pour accompagner ces référents, eh bien, la mise en place et d'un dispositif de formation, puisque chaque année, plusieurs formations leur sont proposées, et puis également d'un guide d'analyse et un règlement intérieur. En complément, parce qu'on ne voulait pas faire poser le déploiement de ces démarches d'analyse et de retour d'expérience uniquement sur ces référents, eh bien, nous avons intégré et contractualisé avec les chefs de pôle un objectif de réaliser 3 retours d'expérience ou 3 revues morbimortalité par service du pôle. Évidemment, un objectif annuel. En complément, la direction qualité, l'équipe qualité apporte un soutien auprès des équipes à la demande et puis également dès lors qu'un événement indésirable grave est survenu dans l'établissement, puisque c'est l'équipe qui alors demande la réalisation de cette analyse et en collaboration évidemment avec le service concerné. Les résultats obtenus, aujourd'hui nous disposons de plusieurs types d'analyses, donc des analyses, des retours d'expérience collectifs et transversaux, je dirais, avec l'équipe qualité et les services concernés, des analyses qui sont réalisées exclusivement dans les services, et puis nous avons mis en place 2 comités de retour d'expérience, l'un centré sur les erreurs médicamenteuses et l'autre plus récent sur les erreurs d'identité. Alors, les résultats obtenus on a constaté une augmentation des signalements d'événements indésirables associés aux soins, à peu près plus 35% sur les 5 dernières années. On a aussi constaté, fort heureusement, une augmentation des retours d'expérience réalisés au sein de l'établissement. En 2010, je crois qu'on en a réalisé 7, et sur l'année 2014, on en a réalisé 45. Et puis, bien sûr, des actions qui sont déployées parfois évidemment au niveau transversal. Concernant le signalement externe, dès la phase d'expérimentation, nous avions rencontré une difficulté qui était finalement de savoir ce que nous devions signaler. Et effectivement, nous avons toujours cette problématique, puisque aujourd'hui nous disposons de plusieurs événements, plusieurs définitions des événements indésirables graves. Et même si mon établissement a décidé de signaler les événements ayant un caractère de gravité, vous voyez quelques conséquences notées, et des événements également ayant un retentissement médiatique ou un risque de retentissement médiatique, il est vrai que parfois nous restons interrogatifs sur l'opportunité, la nécessité de signaler quelques autres événements. Donc c'est une problématique que nous rencontrons. Alors évidemment, nous sommes dans l'attente depuis quelques années d'un décret sur les événements indésirables graves qui finira probablement par sortir, mais qui ne réglera peut-être pas complètement cette problématique. Mais je sais aussi que quelques ARS ont avancé, travaillé sur le sujet, l'ARS Alsace ou l'ARS Bretagne aussi, je crois, pour aider, renforcer et donner peut-être des orientations plus claires aux établissements pour leur permettre de faire remonter l'ensemble des événements qui peuvent être utiles à l'agence régionale. Concernant les autres attentes que nous avons,
Je dirais que finalement, les attentes d'un établissement, en tous les cas du mien, sont finalement les mêmes attentes qu'ont les professionnels de santé vis-à-vis des équipes de direction et des équipes qualité concernant le signalement interne, donc au sein de l'établissement. Finalement, avoir confiance dans le système de signalement et dans le traitement de l'événement. Alors c'est vrai que souvent, on fait remonter les quelques situations d'inspection suite à un signalement d'événements indésirables graves auprès de l'ARS. Il n'y en a que quelques-unes, mais c'est vrai que souvent elles ont un effet négatif, voire même assez dévastateur au sein des établissements, puisque les équipes finalement ne comprennent pas forcément. Ce qu'on attend aussi, c'est du soutien dans l'analyse et dans le traitement de l'événement, si besoin, et pas uniquement peut-être avoir le sentiment d'un regard contrôleur de l'ARS, mais vraiment avoir cette démarche d'accompagnement, d'aide. On attend également un retour sur les événements que l'on signale, pour savoir de quelle façon ils sont suivis, et puis surtout de pouvoir avoir aussi un retour sur l'ensemble des événements qui sont signalés par tous les établissements d'Île-de-France, et puis des enseignements tirés par ces signalements, pour que chacun d'entre nous, dans nos établissements, on puisse aussi intégrer et prendre en compte ces enseignements pour renforcer la sécurité de la prise en charge de nos patients. Voilà ce que rapidement je pense que je pouvais dire, et puis voilà avec les quelques pistes de travail que l'on pourrait engager avec l'ARS. Merci pour ce témoignage, Virginie. Et évidemment, il y a eu plusieurs fois le nom de l'ARS cité. Laurent, comment l'ARS Île-de-France se met en route sur ce sujet et accompagne? Alors, elle s'est déjà mise en route, mais nous n'avons pas encore parcouru la totalité du chemin. Mais ce que vient d'évoquer Virginie correspond aux besoins très très largement exprimés par l'ensemble des établissements de santé, mais pas seulement. Pour rappel, 500 établissements de santé en Île-de-France, 2000 établissements et services médico-sociaux, 200 000 professionnels. En matière de déclaration, je passe très vite, mais vous voyez, 515 signalements d'événements associés aux prises en charge, dont 153 événements indésirables graves, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je ne fais pas référence aux pingouins dont nous faisons partie dans la communauté des établissements ARS réunis. Et pour ce qui est de ces événements indésirables, graves ou non, des signalements en général, on est sur une masse, un volume de réception de signaux considérable, puisque de l'ordre de 7 à 8 000. 7 000 sollicitations, messages envoyés à la plateforme de réception et de traitement des signaux de l'ARS, auxquels on peut ajouter les risques liés à l'hémovigilance et les risques liés au domaine transfusionnel. Donc c'est une masse d'informations considérable. Nous sommes en train d'essayer d'organiser en quelque sorte des retours qui soient plus systématiques, tout aussi sectorisés pour ceux des domaines pour lesquels nous avons déjà organisé des retours, mais surtout organiser une transversalité en ayant comme cadre de retour l'établissement, la thématique et le territoire éventuellement sur lequel nous constatons une répétition d'événements. Donc je fais le lien avec ce que Virginie évoquait, la notion de gravité, donc d'analyse des risques, fréquence et gravité, donc très classiquement la criticité des événements sur lesquels nous avons une marge encore d'évolution, et nous sommes en train de constituer un centre d'analyse des risques. Donc de faire évoluer notre organisation, d'essayer de la simplifier pour apporter une réponse à ce que Virginie évoquait en termes de demande des établissements. Ça passe par une centralisation des signaux qui a déjà commencé, qui n'est pas achevée, et en termes organisationnels, que les professionnels sachent à qui s'adresser le plus rapidement, le plus efficacement possible, de manière à renforcer le lien entre l'ARS et les établissements. Alors bien évidemment, ça évoluera encore quand je dis que ce n'est pas achevé, puisque
Il y a un travail sur un portail commun qui fait partie des évolutions attendues, notamment dans le cadre du projet de loi relatif à la santé. En tout cas, l'ARS est organisée et finalise une organisation qui consiste à mettre en place un centre d'analyse des risques, donc au sein de l'ARS, mais qui a vocation à établir une cartographie des risques régulièrement mise à jour, au moins 2 fois par an, avec un souci d'ouverture aux acteurs. Donc nous avons d'ores et déjà constitué, il s'est déjà réuni plusieurs fois, un comité stratégique associant toutes les composantes internes à l'ARS, œuvrant en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité, mais tous les professionnels, donc fédération d'établissements de santé, représentants des professionnels de santé, usagers, sont représentés dans ce comité stratégique. Le but, travailler ensemble à un programme d'amélioration, on pourrait dire continue, de la qualité et de la sécurité, avec plusieurs leviers, instances, composantes organisationnelles en faveur d'une action. Laquelle? Alors, une action d'inspection-contrôle, ça vient d'être évoqué, mais l'inspection-contrôle n'est pas conçue à l'ARS Île-de-France comme une expédition punitive. Pour nous, ça fait partie et c'est intégré dans le dispositif d'amélioration de la qualité et de la sécurité des prises en charge. Quels sont les risques constatés ou à prévenir? On est aussi sur le champ de la prévention des risques et ça peut nous donner des idées collectivement, c'est-à-dire avec les professionnels et établissements, sur des évolutions du programme régional d'inspection-contrôle, qui est un exercice imposé, vous le savez, dans chaque région, et c'est bien normal. Deuxième levier, eh bien, ceux d'entre vous qui ont l'occasion de côtoyer sur les sujets de qualité, sécurité et d'amélioration des pratiques aussi, on vient de parler d'ESCAR, donc l'ARS continueront et continuent à avoir des contacts avec chacune des directions métiers, mais aussi les délégations territoriales sur les thématiques qui relèvent de chacune des composantes de l'ARS. Mais nous avons également tenu compte, vous connaissez cette disposition du projet de loi relatif à la santé, Claude Évin en a parlé tout à l'heure, de l'orientation qui est donnée en matière de coordination des vigilances et des structures d'appui et avec une perspective de soutien accentué et de coordination du soutien. Donc le but, constituer, préfigurer ce réseau régional des structures de vigilance et d'appui, c'est-à-dire les structures existantes, centres antipoison, centres régionaux de pharmacovigilance, Omédit, Séclin, Arlin, et puis, entre guillemets, le numéro complémentaire, la structure régionale d'appui, qui ne traite pas de ce que tous les autres traitent et qui viendra donc en complément. Nous la lançons, cette structure régionale d'appui. Un appel à candidature a été réalisé en 2014 et un candidat s'est déclaré. C'est un réseau de gestionnaires de risques, donc certains d'entre vous y participent, contribuent à faire évoluer la qualité et la sécurité par l'intermédiaire donc de ce réseau qui s'appelle le GRIF, avec l'appui logistique de l'AP-HP, dont vous savez qu'elle coordonne déjà les centres régionaux de pharmacovigilance, porte l'Omédit, porte le Séclin Arlin, mais le tout dans le cadre de programmes de travail désormais travaillés au niveau de ce comité stratégique avec l'ensemble des acteurs. Ça a été le cas récemment pour l'Omédit, qui a présenté son programme de travail. L'an prochain, on fera le bilan avec l'Omédit, avec l'ensemble des acteurs, donc j'insiste, et nous préparerons le programme de travail de l'année suivante, Omédit, qui intervient, vous le savez, sur bien des domaines, mais que nous associons, c'est le moins qu'on puisse dire, désormais aux travaux de la coordination régionale que Claude Évin a évoquée sur la politique des produits de santé, mais pas seulement. Donc une ouverture et une réponse avec les professionnels et les établissements à ce que Virginie exprimait et ce qui a été exprimé par la quasi-totalité des acteurs, y compris les présidents de CME, parce que ça fait partie de leurs prérogatives, de leurs responsabilités premières, la qualité et la gestion des risques. Il y a le management, mais les présidents de CME ont un rôle très important, nous le savons, et nous espérons que ce dispositif répondra à toutes ces attentes. En tout cas, nous sommes en train de construire le programme de travail de la composante que j'évoquais, donc de la SRA, et un programme de travail coordonné
entre toutes les structures de vigilance et d'appui. Des retours auront lieu. En termes de programme de travail, j'insiste sur le fait que nous ne sommes pas seulement sur le champ des établissements de santé, mais aussi sur celui de l'ambulatoire au sens de la ville et du médico-social. Nous sommes à l'écoute de toutes les propositions, le GRIF désormais également, l'Omédite, Séclin, Arlin et autres structures l'étaient déjà. L'ARS coordonne ce programme avec vous. Nous vous invitons à y participer, à nous écrire, à proposer par l'intermédiaire de vos acteurs des thèmes d'action. Nous en avons déjà une liste et cette liste fera l'objet d'un arbitrage dans les semaines qui viennent au sein du comité stratégique. Donc merci de nous écrire et de participer à ce mouvement. Merci pour cette position de l'ARS et je pense qu'elle ouvre le débat. Donc n'hésitez pas à lever vos doigts, d'autant qu'on a déjà un événement indésirable, pas très grave mais tout de même, notre tablette ne marche plus. Et donc si vous avez posé des questions via la tablette, posez-les de façon franche. Levez les mains et nous vous écoutons. Qui a envie de poser une question, de réagir? Je me tourne aussi vers mes collègues de la table ronde. Qui a envie de commenter? Laetitia, peut-être vu de la HAS, ce programme ambitieux qui évidemment croise les intérêts de la HAS et des actions. Beaucoup de choses ont été dites et je crois qu'il y a des choses très importantes qui ont été dites, notamment sur le fait d'en parler, déjà rien que d'en parler, et on l'a vu par la campagne ESCAR, mais aussi par les événements indésirables, on sait que montrer l'exemple, finalement en parler, ne plus en faire un tabou est une chose très importante. Et avoir évidemment confiance dans le système. Après, en termes, une attente forte des établissements et des professionnels de santé, et effectivement, on essaye aussi, nous, sur un autre dispositif, qui est le dispositif d'accréditation des médecins, avec une base de retour d'expérience qui collecte des événements indésirables associés aux soins, pas les graves, mais voilà, on essaye de faire de l'analyse et du retour avec les professionnels de santé. On est en train de monter progressivement et évidemment, on va être très très intéressé et on essaye d'être positionné pour que, en termes de retour national, le jour où le décret sortira sur les événements indésirables graves, la HAS puisse apporter son expertise et puisse faire le lien entre ces événements qu'on a d'un côté et les événements indésirables graves qui pourraient être portés de l'autre pour pouvoir faire une analyse transversale et des retours d'expérience vers les professionnels de santé et les établissements de santé. Merci. Des questions dans la salle? Qui a envie de poser une question? J'en vois une sur la gauche, pour ma gauche. Est-ce que vous pouvez amener le micro? Il nous reste quelques minutes pour profiter de la salle. Nous en avons après une sur la droite. Je vous en prie. Bonjour, Sébastien Coulon, responsable qualité à la clinique Jouvenet à Paris. Je voulais réagir par rapport, comme vous dites, à une conduite du changement au niveau des mentalités dans la santé. Pour être issu de l'industrie, dans l'industrie, n'importe quel acteur, du moins qualifié au plus qualifié, n'a aucune hésitation à signaler un événement indésirable, un dysfonctionnement, parce qu'on sait que c'est dans le but d'améliorer. Et dans la santé, on se rend compte que les acteurs, par contre, hésitent car ont peur d'être sanctionnés, ont peur, comme vous dites, du tabou, c'est la vraie question. Et je me demande si le travail n'est pas à faire vraiment à la base, notamment dans les IFSI, à la formation des infirmières, dans les écoles de cadre, dans les écoles de direction. Là où je tiens mon propos, c'est que j'interviens moi-même en IFSI en tant qu'intervenant qualité. Il s'avère que sur le parcours d'une infirmière qui est de 3 ans, on intervient 2 heures par an. C'est-à-dire que notre infirmière, avant d'arriver en établissement de santé, a eu 6 heures de sensibilisation qualité, c'est-à-dire rien. Et c'est-à-dire qu'à son arrivée dans l'établissement de santé, le travail est à reprendre à la base. Ne devrions-nous pas envisager un axe de travail sur la qualité beaucoup plus important? Car si je compare un cursus de 3 ans, par exemple, d'un ingénieur qui va se former dans des technicités qui n'ont rien à voir avec la qualité, il va retrouver plusieurs journées de formation, voire un module entier sur la qualité, ce qui fait que quand il arrive en industrie, il est tout de suite opérationnel et sensibilisé à la démarche de signalement, à la démarche d'amélioration continue. Merci pour cette question qui est claire. Est-ce que quelqu'un veut se saisir d'une réponse courte pour essayer de rentrer le plus possible de questions? Mais on peut et on devrait effectivement intervenir davantage dans le cadre des formations initiales, voire continues. Mais pour ce qui est de la réponse qu'on peut apporter, elle peut être aussi celle d'une diffusion par les responsables qualité et gestion des risques de la culture correspondante en établissement. En tout cas, c'est un des leviers qu'on va utiliser au sein de ces structures de vigilance et d'appui beaucoup plus qu'auparavant. D'où l'enjeu de renforcement de ce réseau que j'évoquais,
de son développement, mais aussi de la diffusion qu'il peut avoir en termes de formation et pratique au sein des établissements et parmi les acteurs. Laetitia, une réponse rapide? Juste pour dire que dans le cadre du programme national sécurité du patient qui a été évoqué ce matin, ces aspects-là ont été notés et c'est en train de... Alors ça ne va pas être révolutionnaire, mais en tout cas c'est inscrit de façon un peu plus ferme, notamment sur les événements indésirables et sur la sécurité du patient. Merci. On prend une autre question dans la salle. Bien, merci. Bonjour. Alors je me présente, Georges-Alexandre Imbert, association d'aide aux victimes des accidents et des maladies liées aux médicaments. Également, nous représentons les usagers du système de santé. Alors, moi, je vous félicite de vous inquiéter des effets indésirables, notamment de ceux des médicaments, mais je dois dire que notre association qui signale ces problèmes depuis bientôt 25 ans, c'est-à-dire un quart de siècle, n'a jamais de retour. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Donc c'est absolument épouvantable. Alors apparemment, plus il y a d'effets indésirables de signaler, plus ça devient compliqué pour les valider, parce qu'il faut que ça soit validé. Et puis finalement, bon, on arrive, on ne s'en sort pas. Alors pour faire court, simplement deux exemples. Un exemple, les quinolones, fluoroquinolones. Très court, hein. Très court, oui, non, ça sera j'ai presque terminé. Donc les quinolones et fluoroquinolones qui provoquent des problèmes énormes. Donc là, il s'agit d'un mésusage. Les tranquillisants, les somnifères, bon, 200 000 tentatives de suicide par an, 14 000 suicides réussis. On ne se pose pas la question de savoir si les psychotropes ont une responsabilité dans ce problème. Alors, il y a également des ordonnances où il y a 15, 20, 25 médicaments. Et là, la liberté de la prescription, personne n'ose faire de réflexion. Le médecin a le droit de prescrire autant de médicaments qu'il veut. Il n'y a jamais aucune... Alors je sais que l'ARS va s'attaquer à ce problème parce que c'est quand même pas normal. Mais voilà, bon, je crois que c'est une question... Merci pour ce témoignage. Est-ce que très rapidement, quelqu'un veut dire quelque chose sur la table ronde? Je pense que votre témoignage, évidemment, soulève une réalité, mais le mouvement qui a été décrit va complètement dans ce sens, de mieux prendre en compte ce genre de problème. Est-ce qu'il y a plus à dire? S'il n'y a pas plus à dire, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, il y a une autre question. Alors, on va prendre la dernière question, parce qu'on arrive sur la fin de la table ronde. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Jean-Christophe Séguier, je suis médecin à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain. Je m'occupe du risque, de la qualité, de l'hygiène, de la documentation médicale, du DPC, et je suis un peu seul. Je suis vraiment content de ce qu'a dit Mme Monod. Je crois qu'on a un gros problème de positionnement de l'ARS. Est-ce que c'est vraiment un corps d'inspection ? Ou est-ce que c'est des amis qui vont nous aider à traiter nos problèmes? Je crois que moi, j'ai déjà eu pas mal de conversations par mail, souvent, avec le ministère, pour savoir si je dois donner les RMM à la demande de l'ARS. Est-ce que je dois les donner complètement? Qu'est-ce que je dois donner? C'est contre-productif, totalement contre-productif. C'est-à-dire qu'actuellement, moi, j'ai des médecins qui ne veulent plus me faire remonter des événements graves en disant « tu vas le signer à l'ARS, ils vont nous faire une inspection ». Donc je pense qu'il va être important, je suis désolé d'être un peu brutal, mais je crois qu'il va être vraiment très important de clairement positionner le rôle de l'ARS dans cette histoire d'analyse d'événements indésirables. Merci. Merci pour ce témoignage. Une réponse de l'ARS qui nous amène sur la conclusion. Je vais essayer de répondre à votre question tout en tenant compte d'autres questions qui sont arrivées sur la tablette. Nous avons ce sujet des RMM inscrit d'ores et déjà au programme de travail de la structure régionale d'appui que j'évoquais. Donc ce n'est pas un sujet d'inspection-contrôle, c'est un sujet d'appui entre professionnels au sein de cette structure, qui est une structure qui verra de temps en temps l'ARS pour définir son programme de travail et faire le point sur le programme de travail en cours ou réalisé. Mais c'est une question qui est évoquée pour l'ARS, qui doit être évoquée entre professionnels, sans forcément qu'elle soit présente. Voilà pour la pratique en termes de méthode de travail. Déconnexion, entre guillemets, par rapport à l'inspection-contrôle. S'il s'agit de travailler sur à qui transmettre, oui, on a vocation quand même à s'intéresser au RMM. Mais comment les travailler, comment améliorer ces pratiques, entre guillemets, par rapport à ces RMM, c'est une structure qui va s'en occuper, pilotée par des professionnels et pour un échange entre professionnels.
inscrit au programme de travail, je vois une question sur la simulation. L'apport de la simulation en matière d'amélioration de la qualité, c'est également au programme de travail de cette structure. De même que je fais le lien avec une partie de votre intervention, monsieur, la prévention du risque suicidaire, qui fait partie des thématiques donc choisies, sélectionnées par les professionnels qui participent donc à notre comité commun. Voilà. Je le disais tout à l'heure, l'inspection contrôle, c'est pas de l'ordre du punitif. Il n'y a pas systématiquement une inspection en filigrane, entre guillemets, de chaque déclaration, de chaque signalement. Les événements indésirables peuvent être source d'inspection quand ils sont graves et dans certaines conditions, ça paraît naturel. Mais la démarche d'inspection est aussi, quelque part, une démarche d'appui. Quand elle ne l'est pas, et c'est exceptionnel, le responsable du nouveau département d'inspection-contrôle, ici présent, Bernard Kirchen, pourra en témoigner et illustrer mon propos, mais quand elle n'est pas, quelque part, une démarche d'appui, c'est que ces événements sont suffisamment graves et critiques pour que, et c'est dans les prérogatives d'une agence, elle intervienne par ce biais. Le but de l'inspection-contrôle est d'être, bien entendu, à la source également, avec les autres acteurs de l'analyse de ces événements indésirables. J'insisterai plutôt sur le travail que nous avons à faire, et Virginie le rappelait, sur le que signaler, quand signaler et pourquoi. Une autre personne intervenait tout à l'heure. Notre but n'est pas forcément de développer les signalements à outrance. C'est de voir ensemble, en termes d'analyse de risque, et ça passe par la diffusion de cette culture qualité-sécurité dont nous avons déjà parlé, ce qui mérite d'être signalé, et le rôle de lanceur d'alerte, entre guillemets, des professionnels, pour nous, est essentiel. Voilà ce que je voulais dire, mais je tiens à souligner vraiment le fait qu'on ne peut pas continuer à avoir une assimilation systématique entre le risque de signalement auprès d'une ARS et le déclenchement d'une inspection-contrôle. Merci pour cette clarification qui, je pense, a répondu à la question. Merci de votre audience, de votre écoute de cette table ronde. On a vu 3 thèmes, il y en avait d'autres à voir, mais c'était un choix pour essayer de balayer 3 domaines qui avaient de l'importance. Vous allez maintenant rejoindre les tables rondes qui sont parallèles. Vérifiez bien où elles ont lieu. Merci de votre écoute encore. Merci à tous ceux qui étaient sur la table ronde.